suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai préparé avec le CRPVE Essonne une présentation que je vais partager. Rapidement, donc moi je suis un académique, un professeur d'université. Je suis économiste. Alors, je suis à l'université Gustave Eiffel, donc qui est en Seine-et-Marne, et j'étais auparavant, pendant 10 ans, professeur à l'université d'Évry, donc que je connais très bien. Et aujourd'hui, je dirige une fédération de recherche du CNRS qui s'appelle Théorie et évaluation des politiques publiques, qui fédère 10 laboratoires en France. On est 230 enseignants-chercheurs. Et dans ces 10 laboratoires, il y a 2 laboratoires de l'Essonne. Il y a le laboratoire d'économie et le laboratoire de sociologie de l'université d'Évry. Et il y a aussi deux laboratoires de l'université de Créteil, un laboratoire de sciences politiques, un laboratoire d'économie et un laboratoire de l'université de Gustave Eiffel. Donc, mais les laboratoires qui composent la fédération sont présents à la fois en Essonne, en Val-de-Marne et en Seine-et-Marne. Voilà. L'intervention que je vais faire va être relativement courte et rythmée. Alors, on va avoir 3 temps de présentation. Le premier temps, ça va être un peu dire où en sommes-nous, hein, où en sommes-nous en matière d'insertion des jeunes sur le terrain de l'Essonne et de sa périphérie, disons. Donc, ça va être assez situé. Un deuxième temps, ce sera un peu où allons-nous, une séquence plus prospective pour essayer d'analyser ensemble les effets de la crise. Et puis, on aura une troisième séquence, que devons-nous faire avec en particulier s'interroger sur le rôle des acteurs dont vous faites partie. Alors, le premier temps, il va s'appuyer sur un grand nombre de graphiques, de données. En fait, j'ai été chercher des données à l'INSEE, à Pôle emploi, en m'appuyant en fait sur les données de services publics et puis en m'appuyant aussi sur les travaux de recherche que nous réalisons et qui permettent de répondre à la question où est-ce qu'on en est en matière d'insertion, de chômage, d'emploi dans le contexte actuel et plus précisément en Essonne. Alors, d'abord, on va commencer par les bonnes nouvelles, parce qu'on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment, donc c'est bien d'insister sur les aspects positifs. Hein. Parmi ces bonnes nouvelles, il y avait les tendances nationales pré-Covid, on peut dire. Parmi ces tendances, il y avait le fait que la démographie, d'une part, hein, tout d'abord la démographie, était plutôt favorable du point de vue de l'insertion des jeunes en général, parce que après le rebond démographique autour de l'an 2000, enfin qui a commencé en fait un peu avant 2000 et qui a fini un peu après, qui se traduit, là on le voit sur le premier graphique, par une augmentation du nombre de jeunes en France, de la population 18-22 ans. Donc, enfin, 20 ans après le rebond démographique de 2000, on a eu une montée du nombre de jeunes. On est passé de 3 500 000 jeunes à 4 millions, près de 4 millions. Et depuis, on est stabilisé. Donc, en fait, on a une progression du nombre de jeunes, globalement, ça c'est très, très global, c'est pas du tout, c'est national, d'à peine 0,3% par an. Donc, disons, plutôt une stabilité de la population des jeunes en général. Donc, ça, c'est la tendance démographique lourde. Et puis, une deuxième tendance lourde qui s'ajoute à celle-là, c'est l'amélioration du marché du travail. Depuis 2015, en fait, on a assisté en France à un retournement de ce qu'on appelle la courbe du chômage, un peu à tort, mais il y a au moins 2 indicateurs. Il y a celui-là qui correspond au nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Et puis ici, on a le taux de chômage. Alors, dans les 2 cas, c'est pour les moins de 25 ans. Et ce que vous voyez, c'est que l'on considère les catégories A de Pôle emploi ou les catégories ABC, on a bien un reflux du nombre de demandeurs d'emploi, là c'est le nombre de demandeurs d'emploi jeunes, à partir du milieu des années 2010. Et donc c'est assez, quand même assez important, puisque vous voyez, on passe de 800 000 jeunes en catégorie ABC à 700 000 début 2020. Donc, tout à fait avant la crise, on était dans une situation d'amélioration continue du marché du travail. Et ça
ça va avoir une contribution au nombre de jeunes global en insertion qui va être très favorable et qui va compter presque 2 fois plus que le premier facteur démographique. Et donc, globalement, dans une situation, disons, d'amélioration des perspectives d'emploi des jeunes, même si on parle d'une situation très détériorée en 2014-2015. Hein, et on le voit aussi dans le taux de chômage des jeunes, alors qu'il y a un indicateur qui est très discutable, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais le taux de chômage des jeunes passe de 25% en 2015 à 20% fin 2019. Donc, à la veille de la crise sanitaire, on a bien une amélioration du contexte. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, si on se met sur le territoire de l'Essonne, on peut dire que le territoire de l'Essonne, ce n'est pas spécialement un territoire qui apparaît comme étant très, très dégradé, très défavorisé du point de vue de l'insertion professionnelle des jeunes. Quand on regarde les statistiques agrégées, quand on compare l'ensemble des départements en France, le département de l'Essonne, c'est plutôt un département, disons, où le taux de chômage est relativement faible. Sur cette carte, on est dans le premier quartile des départements les plus favorisés, avec un taux de chômage de 7,4% en 2019. Et on voit par exemple que fin 2019, l'Essonne a un taux de chômage de 6,8%, alors qu'en France métropolitaine, on a 8,1%. Et puis, après la crise sanitaire, en T3 2020, on a eu une augmentation du taux de chômage de presque 1 point, enfin 0,8 points en Essonne et 0,7 points en France. Donc, disons, la situation s'est dégradée, mais à peu près, enfin, l'Essonne semble avoir conservé son avantage par rapport à l'ensemble des départements métropolitains. En fait, l'Essonne, c'est le 26e département le plus favorable en France entière, et c'est en Île-de-France le 2e département le plus favorable en matière de taux de chômage ou d'exposition au chômage. Le premier, c'est les Hauts-de-Seine, qui est 19e en France, et le 2e, c'est l'Essonne. Donc, on peut dire, l'Essonne, a priori, ce n'est pas un département spécialement défavorisé. On pourrait d'ailleurs multiplier d'autres indicateurs, le taux de pauvreté, le revenu fiscal par habitant. On verrait que l'Essonne, c'est plutôt un département, disons, attractif sur la base de plein d'indicateurs statistiques. Un autre indicateur intéressant, c'est le nombre de demandeurs d'emploi. Alors là, j'ai pris des catégories A à E, la plus large possible, et son évolution dans le temps depuis 2005. Et ça, c'est tous les départements franciliens. Et l'Essonne, vous voyez, est tout en bas. L'Essonne, en fait, c'est le département d'Île-de-France dans lequel il y a le moins de demandeurs d'emploi. Et ce n'est pas une nouveauté, c'est comme ça depuis au moins 15 ans. Hein, ce département est moins concerné par le problème du chômage en général, si on prend comme indicateur le nombre de demandeurs d'emploi. Évidemment, l'Essonne, c'est 1 200 000 habitants, c'est plus petit que d'autres départements, c'est plus gros que certains départements, mais c'est plus petit. En fait, la plupart des départements, si on accepte Paris, ont à peu près la même taille, entre 1 100 000 et 1 400 000. Et l'Essonne est celui qui présente le nombre de demandeurs d'emploi le plus faible. Hein. Alors, on a franchi la barre des 100 000 demandeurs d'emploi en 2019, hein, mais on voit qu'on reste en deçà de tous les autres départements. Donc là aussi, on pourrait dire que ce n'est pas un département défavorisé ou défavorable, donc c'est plutôt une terre qui peut être favorable à l'insertion. Mais on peut prendre les choses aussi autrement, et là, l'image s'inverse. Hein. Si on prend les choses en termes relatifs, c'est-à-dire du point de vue de la progression du nombre de demandeurs d'emploi, tout simplement, hein, je prends un indice 100 début 2008, c'est-à-dire au moment de la grande récession, et puis je regarde comment a augmenté le nombre de demandeurs d'emploi dans chacun des départements. Je vois qu'en fait, le département où on a connu la progression la plus forte, c'est l'Essonne, qui se trouve cette fois-ci, voilà, la courbe en rouge, elle est au-dessus de toutes les autres. Hein, et donc, en termes relatifs, la progression la plus importante du nombre de demandeurs d'emploi, elle est en Essonne. Cette progression, elle est considérable, puisque depuis 2008, c'est plus 102% entre 2008 et janvier et 2019. On a 102%. Et puis, depuis la crise sanitaire, on a encore augmenté de 10%, si bien qu'au total, par rapport à 2008, on a augmenté de 120%.
en Essonne. Donc, c'est une progression vraiment absolument considérable du nombre de demandeurs d'emploi. C'est la plus forte progression en Île-de-France. C'est même la 5e plus forte progression en France, derrière la Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain, les Hautes-Alpes et l'Essonne. Donc voilà, c'est en termes de progression, en termes de changement en fait, relatif, que le territoire devient exceptionnel. Ce n'est pas spécifique à l'Essonne, en fait. L'Essonne est comme victime d'un mouvement beaucoup plus général, qui est que tous les départements, tous les territoires initialement les moins défavorisés en 2008 ont été ceux où les choses se sont les plus dégradées avec la crise, les conséquences de la grande récession entre 2008 et 2015. Et là, par exemple, vous avez sur ce graphique, c'est un travail qu'on fait pour Pôle emploi, le taux de sortie à 12 mois dans chacune des communes de France en 2005, ça c'est l'axe horizontal, et puis sur l'axe vertical, vous avez la variation du taux de sortie entre 2005 et 2014. Et ce qu'on voit, c'est en fait les communes donc les territoires où on avait les taux de sortie du chômage les plus élevés, sont les territoires qui ont connu des variations des taux de sortie les plus défavorables sur l'ensemble de la période. Donc, on a les zones initialement les plus abritées ont connu la dégradation la plus forte du marché du travail. C'est ce qu'on constate globalement et c'est ce qu'on constate aussi en Essonne. Vous voyez, l'Essonne, elle est quelque part ici. Au début, il y avait une situation favorable où on sortait rapidement du chômage, on avait un taux de chômage relativement faible, et c'est là, en fait, où le taux de sortie a le plus diminué, donc où la durée du chômage a le plus augmenté sur la période. Évidemment, si cette dynamique était maintenue avec la crise, sans doute la crise affecterait plus durement l'Essonne que les autres territoires. Donc voilà, on a un peu un mouvement d'ensemble. Ce mouvement d'ensemble, il va concerner au premier chef les jeunes, donc les 16-25 ans. En fait, quand on regarde le nombre de demandeurs d'emploi, qui est un indicateur parmi d'autres assez imparfait, parce qu'on sait que les jeunes s'inscrivent moins à Pôle emploi, mais quand on regarde cet indicateur, il y a une évolution absolument frappante. C'est qu'entre 2008 et 2020, on a eu une augmentation extrêmement forte du nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans. Ils étaient 7 260 en janvier 2008. Ils sont presque 12 000 en janvier 2020 et ils sont 14 000 en janvier 2021. Donc, vous voyez, on a un doublement du nombre de jeunes qui sont demandeurs d'emploi en Essonne. Et je pense que ça donne une indication, en fait, une mesure de l'ampleur des problèmes auxquels sont confrontés tous les acteurs de l'emploi. Alors, il y a aussi d'autres problèmes spécifiques à l'Essonne, quand on regarde notamment, alors là, c'est des statistiques très agrégées, mais l'Essonne était le premier département francilien en matière d'ancienneté des demandeurs d'emploi. C'est là où, en fait, où les demandeurs d'emploi sont les moins anciens, donc ce qui est plutôt ça, c'est une indication favorable, mais en fait c'est lié à l'âge moyen des demandeurs d'emploi, parce que l'Essonne, c'est un département dans lequel les demandeurs d'emploi sont particulièrement jeunes, en fait, ils sont plus jeunes qu'ailleurs, c'est le deuxième département francilien sous l'angle de la part des jeunes dans les demandeurs d'emploi, et c'est aussi une autre caractéristique structurelle, c'est le troisième département en termes pour le poids des quartiers prioritaires. Il y a 39 quartiers prioritaires en Essonne et il y a presque en fait un demandeur d'emploi sur 5 qui habite en quartier prioritaire. C'est 2 fois plus qu'à Paris en fait. Donc l'Essonne est aussi caractérisée par une hétérogénéité des situations avec plus de jeunes et plus de jeunes en quartier prioritaire et plus de demandeurs d'emploi en quartier prioritaire qu'ailleurs. Donc peut-être que globalement le taux de chômage y est plus faible, mais les personnes qui sont concernées par le chômage sont souvent dans une situation beaucoup plus difficile parce qu'elles sont pénalisées à la fois par leur âge et par leur lieu de résidence. Et enfin, dernier point qu'on peut souligner pour mettre un peu des éclairages, disons, de constats généraux, c'est bien sûr qu'il y a des fortes hétérogénéités, aussi des fortes dispersions de situations territoriales. L'Essonne, c'est un département très, très contrasté entre, disons, le nord-est, dans lesquels il va y avoir beaucoup de situations, il y a beaucoup de quartiers prioritaires dans le nord-est, il y a beaucoup de grands ensembles de cités que vous connaissez très bien. Le nord-ouest, qui est
plus résidentiel, mais aussi très urbanisé. Et puis, le sud, plus on descend dans le sud, plus le département devient rural. Et là, il y a d'autres problématiques, bien sûr, du point de vue de l'insertion, hein. Dans l'Essonne, on a à la fois des jeunes qui sont dans des milieux urbains denses et dans des quartiers très pauvres, dans les quartiers prioritaires, et donc qui sont victimes d'un chômage, disons, de localisation, hein. Mais on a aussi des problématiques de jeunes ruraux éloignés des centres urbains, éloignés des centres d'emploi, et donc des situations de chômage, d'enclavement pour ces jeunes. Et donc, on a des situations qui peuvent être très contrastées, avec des problématiques très contrastées dans le département. Là, sur cette carte, en fait, que je n'ai pas commentée, mais c'est la durée du chômage dans toutes les communes franciliennes. Et on voit qu'il y a une problématique d'Île-de-France très particulière, où les durées du chômage sont très élevées au centre et également très élevées en lointaine périphérie. Et donc, on a à la fois des problèmes au centre et des problèmes de grande périphérie. Et l'Essonne, qui est un département, le département du sud de la Grande Couronne, il est à la fois avec les problématiques du centre et les problématiques de la grande périphérie. Mais vous avez raison, hein, disons, c'est un prisme potentiellement déformant, mais peut-être pas au point de dénaturer. Enfin, je pense que l'ordre de grandeur qu'on a sur les statistiques de Pôle emploi, qui sont les seules accessibles en fait, hein, nous donne quand même des indications sur la montée de la gravité de la situation des jeunes, y compris en Essonne. Bon, le problème avec les statistiques des missions locales, c'est qu'elles ne sont pas accessibles. Enfin, le travail que j'ai fait là, avec les données de Pôle emploi, qui sont très accessibles parce qu'elles sont, disons, dans le cadre de la statistique publique, hein, elles font l'objet de différents labels de statistique publique, et puis elles sont communiquées tous les mois, elles sont disponibles pour tous. Ce n'est pas le cas, hélas, des statistiques des missions locales. Donc, la deuxième séquence va être un peu plus prospective, et donc là, on va moins s'appuyer sur des données, mais plus s'interroger sur… on est dans un contexte complètement nouveau, qui change tous les mois, hein. On est dans on peut dire une incertitude assez radicale. Et donc, dans ce contexte, est-ce qu'on peut apporter des éléments un peu prospectifs sur ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer, hein? On peut se dire, premier point, a priori, la crise que nous vivons actuellement devrait produire des effets très importants sur l'emploi, hein, très importants sur le volume agrégé de l'emploi. Pour prendre, un élément de comparaison, en 2008-2009, on a eu donc 3% de recul du PIB, 3 points de PIB en moins. C'est l'ampleur de la récession qui était à l'époque, on a qualifié de très grande récession, hein, la grande récession de 2008-2009. On a eu 3 points de PIB en moins, et on a vu que l'emploi avait lui-même reculé d'environ 3 points, et on a perdu 500 000 emplois en 2008-2009. Au passage, on a eu une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi qui a dépassé les 2 millions. Donc, on voit aussi qu'il y a loin de l'emploi au nombre de demandeurs d'emploi, au nombre de chômeurs. Aujourd'hui, le choc lié à la crise sanitaire, hein, d'après les derniers chiffres de l'INSEE, on a une perte de produit intérieur brut, une récession de plus de 8 points pour 2020. C'est moins que les premières estimations qui étaient autour de 10 points de récession, hein. Mais 8 points, vous voyez que c'est plus de 2 fois plus que la grande récession de 2008-2009. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais je fais une simple règle de 3, hein, qui n'est sans doute pas la bonne façon de faire, mais en tout cas, c'est sans doute une façon prudente, disons, de raisonner. Je me dis, on a perdu 500 000 emplois en 2008-2009 avec une récession de 3 points. Avec une récession de 8 points, on devrait perdre au moins le double. Et donc, l'ordre de grandeur, ça doit être autour d'1 million d'emplois perdus. On devrait peut-être avoir, à terme, de l'ordre d'1 million d'emplois perdus. Alors, Bercy évoque une perte de 800 000 emplois, hein, mais sans doute, l'ordre de grandeur, c'est autour d'1 million d'emplois perdus. Mais ces emplois, on ne les a pas encore perdus. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pas encore perdu ces emplois dans les statistiques de l'emploi. Alors, on a vu des mouvements assez impressionnants de l'intérim, mais on n'a pas eu encore de recul de l'emploi aussi important. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que, a priori, on a de très bonnes raisons de penser que les jeunes vont être les plus affectés par le recul de l'emploi.
En fait, il y a un double effet qui agit sur les jeunes dans le contexte de crise. Il y a à la fois le fait que les jeunes, c'est des primo-actifs, donc c'est ceux qui sont les premiers concernés par les évolutions en matière de recrutement. Or, les entreprises, dans la crise, la réduction du volume d'emploi, elle passe d'abord par des non-recrutements. Et donc, qui est victime des non-recrutements? C'est au premier chef les jeunes. Donc, c'est pour ça que les jeunes, on sait qu'ils sont les plus sensibles à toutes les inflexions de conjoncture. Ils profitent le mieux des reprises, mais ils pâtissent le plus des crises. Et là, comme on est en situation de très grande crise, il devrait y avoir aussi, a priori, une très grande crise de l'emploi des jeunes. L'autre constat, c'est le décrochage. En fait. On sait que dans le contexte de la crise sanitaire, avec la succession des confinements, on va avoir une montée du décrochage. Alors, ce n'est pas encore bien documenté, hein, mais c'est vraiment une prévision, disons, réaliste. Parce qu'il y a plus d'enseignement à distance, il y a plus de fermeture d'établissements, donc il y a moins de présentiel, les jeunes sont moins accompagnés par les acteurs de l'enseignement. On a aussi eu moins d'examens terminales, plus de poids des contrôles continus, et ça avantage les jeunes les mieux organisés qui font un travail régulier, et ça n'avantage pas les jeunes qui misent tout sur l'examen, qui ont des comportements plus risqués. Et puis, même dans les formations de la voie professionnelle, il peut y avoir des difficultés pour accéder, par exemple, à des plateaux techniques, donc une distance plus importante par rapport à l'enseignement et un risque de décrochage plus important. Donc, on devrait avoir à la fois plus de décrochage et moins d'accès à l'emploi. Donc, c'est la tenaille qui fait qu'il est probable qu'on ait beaucoup plus de jeunes à la fois éloignés de l'emploi et de la formation, les fameux NEETs, hein, Neither in Education, in Employment or in Training. Il y a une prédiction réaliste, c'est un développement très important, enfin important ou très important du nombre de NEETs. Mais ces évolutions qui sont prévisibles n'ont pas eu lieu de façon aussi massive, ce qu'on pouvait raisonnablement attendre, parce qu'il y a eu dans le même temps des réactions absolument considérables des politiques publiques. On a eu, depuis le début de mars, hein, et de façon continue, et je ne fais pas du tout l'apologie du gouvernement, là, simplement je veux être factuel, hein. On a eu un déploiement de mesures de politique publique absolument sans précédent, à peu près dans tous les domaines possibles de l'action publique, avec des masses budgétaires qui ont été déployées, qui sont absolument sans précédent, hein, une augmentation de la dette publique absolument considérable, et tous les leviers de l'action publique, monétaire, non monétaire, accompagnement, non-accompagnement, tous les leviers des politiques de l'emploi ont été actionnés pour tenter d'amortir, de limiter les effets de la crise. Donc, je ne vais pas passer en revue toutes les mesures que vous connaissez, hein, et donc vous aurez les transparents, mais en particulier, il y a le plan Un jeune et une solution doté de 9 milliards d'euros. Il y a le fait qu'on va avoir 100 000 services civiques en plus, 80 000 PACEA, 50 000 garanties jeunes. Voilà. Une politique de chiffres assez impressionnante, en fait, avec parfois les doublements, les aides à l'apprentissage qui ont été considérablement augmentées. Enfin, dans tous les domaines, on a un déploiement d'un amortisseur public sans aucun précédent. Et donc, l'incertitude radicale, elle porte justement sur l'adéquation entre, disons, l'amortisseur des politiques publiques d'un côté et l'ampleur du choc économique de l'autre. En fait, on a en même temps on pourrait dire une sorte de tsunami sur le marché du travail et un barrage de l'action publique qui est d'une ampleur sans aucun précédent. Et en fait, on ne sait pas à quel point le barrage de l'action publique est correctement proportionné par rapport à l'ampleur du tsunami du marché du travail. Il y a un scénario qui nous dit peut-être qu'on a mis tellement d'argent public dans la poursuite du marché du travail avec le chômage partiel, avec tous les autres dispositifs, qu'on a limité les effets de la crise et que le million d'emplois perdus, on ne l'aura pas. Et puis, il y a d'autres scénarios qui nous disent que malgré tous les efforts qui ont été déployés, eh bien, il va y avoir, parce qu'il y a toujours des trous dans la raquette, il va y avoir des effets très importants pour certaines populations les plus vulnérables.
Donc, on constate d'ailleurs que dans les données du marché du travail, hein, on a 1,3 million de jeunes de moins de 26 ans qui ont été recrutés entre août 2020 et janvier 2021. Puis on sait aussi qu'on a 500 000 jeunes en apprentissage. Donc, en fait, on n'a pas de chute de l'apprentissage, alors qu'on aurait pu en attendre une, mais ça veut dire que les efforts gouvernementaux ont été peu ou prou relativement bien par rapport à l'ampleur de la crise. Mais ce qu'on ne sait pas non plus, c'est pour ça que l'incertitude est radicale, c'est qu'est-ce qui va se passer en fait au fur et à mesure de l'amélioration du contexte sanitaire et de l'amélioration du contexte économique. Il va falloir que ces barrages, enfin, ces aides publiques soient redéployées, qu'elles soient retirées. Et donc, on ne sait pas bien avec quel rythme ça va se faire et si on va pouvoir effectivement limiter les effets sur le marché du travail. Il y a eu des annonces qui ont été faites le 15 mars dernier sur la prolongation des aides, notamment la prolongation des aides à l'embauche jusqu'au 31 mai et la prolongation de l'aide exceptionnelle pour l'alternance, pour l'apprentissage jusqu'au 31 décembre. Mais on voit bien qu'il va y avoir à un moment donné un reflux des aides et une dégradation du marché du travail. Et donc, on ne sait pas exactement comment tout ça va s'organiser. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Encore une fois, les effets sont difficiles à chiffrer, mais je dirais, a priori, on a sans doute aujourd'hui beaucoup plus besoin d'accompagner les jeunes, évidemment de les orienter, de les accompagner, sans doute beaucoup plus, on y reviendra. Et on a aussi des besoins de formation intensive, sans doute plus important. Mais beaucoup d'incertitudes. Dans un avenir proche, il va falloir s'attendre à être surpris. Voilà. Et par ailleurs, on pourrait ajouter que toutes ces perspectives sont très différentes selon les secteurs d'activité, les professions, les territoires, les publics. Là aussi, on pourrait détailler, mais on n'est pas en face d'une crise massive qui dégrade uniformément le marché du travail. On est en face d'une crise massive qui dégrade de façon très hétérogène le marché du travail. Il y a des professions qui sont abritées, il y a des secteurs qui sont abrités, même s'ils sont numériquement limités, et puis il y a des professions qui sont très exposées et des secteurs d'activité très exposés et des groupes sociaux aussi surexposés, et les jeunes, sans doute, en font partie. Voilà. Moi, je pense que ce qui est les prédictions réalistes, c'est de dire qu'il va y avoir beaucoup plus de jeunes qui vont être concernés par les problématiques d'insertion et que les jeunes les plus en difficulté vont être encore plus en difficulté, qu'il y aura plus de décrochage et ça d'ailleurs ça rejoint les constats de l'étude qualitative par entretien que Baptiste Cereza nous présentait tout à fait au début de la réunion. Et à la fois, il y a des jeunes qui auparavant n'étaient pas concernés par des problématiques d'insertion parce qu'ils étaient très proches de l'emploi, qui vont l'être. Et donc, on a en fait une plus grande diversité des situations et on va avoir donc davantage de jeunes concernés par les problématiques d'insertion sur tout le continuum de la distance à l'emploi. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois beaucoup plus de jeunes en grande difficulté et aussi beaucoup plus de jeunes en faible difficulté. Et donc, globalement, on a une plus grande dispersion des publics des jeunes. Alors après, l'adaptation de l'ensemble de toute l'action publique, c'est très, très difficile à dire parce qu'il faudrait regarder vraiment chaque élément. Moi, il me semble qu'on peut avoir des problèmes aux deux bords. C'est-à-dire, je pense que pour les jeunes qui sont les plus proches de l'emploi, on a simplement la prime à l'emploi qui a été développée. Mais moi, je pense en particulier aux sortants de l'apprentissage. Comme les apprentis vont bénéficier d'aides très fortes, les sortants de l'apprentissage, eux, vont avoir une pénalité relative. Et je pense qu'il y a aussi un autre problème à l'autre extrême pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi, parce que là, il y a la garantie jeune qui monte en puissance, hein, clairement, mais ça pose deux problèmes. Le premier, ça pose un problème pour les dispositifs les plus intensifs qui sont toujours concurrencés par la garantie jeune. Donc, je pense à l'EPID, à l'école de deuxième chance,
et aussi au service militaire volontaire, puisqu'il y a un régiment de service militaire volontaire en Essonne sur la base de Brétigny, eh bien, ces dispositifs ultra intensifs d'accompagnement et de formation des jeunes eh bien, ne vont pas, enfin, ne vont pas connaître la même expansion que celle de la garantie jeune. Il risque d'y avoir, pour les jeunes les plus en difficulté, là où il y a le plus de besoins, peut-être une insuffisance des dispositifs. Je ne sais pas. Mais il y a aussi des problèmes de non-recours aux dispositifs qui sont absolument massifs, hein, et qui posent d'autres problèmes à l'ensemble des acteurs dont vous êtes. L'autre point qui pose aussi problème, me semble-t-il, c'est que le gouvernement a mis en œuvre un ensemble d'actions très, très quantitatives, hein. On est en face d'une politique du chiffre tout à fait massive. Mais moi, il n'est pas certain, mais peut-être que vous avez des informations différentes, hein, qu'on ait suffisamment accompagné les accompagnants. En fait, qu'on ait donné suffisamment d'aide à toutes les structures qui sont censées suivre les jeunes, dont vous êtes des représentants. Et en fait, par exemple, pour doubler les effectifs de la garantie jeune, ou pour augmenter de 50 000 garanties jeunes en plus, enfin, des chiffres absolument considérables, il faut que toutes les structures fassent des efforts de productivité très importants. Et donc, avec des effectifs relativement comparables, sachant que ça prend beaucoup de temps pour former des formateurs ou former des accompagnants, et bien, il faut que tout le monde fasse beaucoup plus avec des ressources presque inchangées. Et là, il me semble qu'il y a une difficulté. Je ne suis pas sûr que l'intendance suive. Voilà. Il n'y a pas de comparaison dans l'ordre de grandeur, hein, des réactions de politique publique en 2008 et aujourd'hui. En 2008, la seule comparaison qui est assez intéressante, c'est que la première mesure qu'on a prise en 2008, à l'époque c'était Nicolas Sarkozy qui l'a portée, c'est une réforme du chômage partiel pour le rendre globalement plus accueillant pour l'ensemble des entreprises, hein. Mais cette réforme du chômage partiel, elle est totalement faible par rapport à ce qu'on a fait en 2020, avec une montée en puissance vraiment sans aucun précédent, où il y a plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions, plus d'une dizaine de millions de salariés qui ont été concernés par le chômage partiel. Donc, il y a évidemment une différence d'échelle qui est absolument considérable. Et puis, sur tous les dispositifs de l'action publique dans le domaine des politiques de l'emploi, on a fait des efforts aussi, des changements d'échelle très, très importants. Et donc on est en phase des réactions de politique publique qui sont du jamais vu. En fait, dans l'histoire des politiques publiques, on n'a jamais eu un tel changement d'échelle en aussi peu de temps. Donc, on ne peut pas vraiment comparer les deux types de réactions. Plus rapide sur la séquence 3, parce qu'on l'a déjà en fait entamé, hein, c'est de tirer un peu les conséquences de tout cela sur le rôle des acteurs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette perspective? D'abord, c'est que sans doute, aujourd'hui, on est confronté à de nouveaux besoins d'accompagnement. Il y a à la fois besoin de plus d'accompagnement et sans doute de mieux accompagner les jeunes. Le problème qu'on a déjà un peu évoqué, c'est qu'il y a des effets de cascade sur le marché du travail, avec donc les jeunes qui se trouvent les plus éloignés de l'emploi vont voir leur situation sans doute la plus dégradée. Et donc, on va avoir des difficultés croissantes pour ces personnes, à la fois des difficultés d'orientation et des besoins d'accompagnement. Alors, en particulier, bien sûr, dans les territoires où qui concentrent les populations les plus défavorisées, qui concentrent des ménages pauvres, qui sont les quartiers prioritaires dans lesquels, là, on risque d'avoir vraisemblablement, hein, une inflation, disons, des difficultés et donc des besoins d'accompagnement plus importants. Également, du point de vue de la formation, hein, on a des nouveaux besoins en termes de formation. Si on y réfléchit bien, la formation, c'est la réponse optimale à la crise. Si on veut éviter la dégradation du marché du travail, dans le fond, c'est la période idéale pour se former, c'est maintenant. On a intérêt à rentrer dans une formation longue et à revenir sur le marché du travail une fois la formation terminée, avec beaucoup plus de compétences ou de qualifications qui va intéresser le marché du travail. Bon, on est en pleine réforme de la formation professionnelle avec le grand plan d'investissement dans les compétences.
Et ça, c'est sans doute un plan qui arrive au mauvais moment parce qu'on est en train de restructurer tous les dispositifs de formation au pire des moments. De même qu'en 2009, hein, au pire de la crise, on avait réformé Pôle emploi et on avait mis en œuvre le RSA la même année. C'était la plus mauvaise année pour le faire. Eh bien, là, à nouveau, on a une conjonction, une coïncidence malheureuse. On réforme la formation au moment où on a le plus besoin, sans doute. Mais en tout cas, il y a un immense défi du côté de l'accès à la formation. Et puis, il y a aussi un sujet sur lequel on n'a pas du tout parlé, mais qui est en toile de fond quelque chose d'extrêmement important, c'est l'exposition au risque de discrimination à l'embauche, qui va pénaliser particulièrement certains groupes sociaux, certains jeunes, les jeunes des quartiers en particulier. Alors, nous, on fait des travaux en fait dans ce domaine de mesure des discriminations et on a commencé à mettre en place un système de suivi dans le temps de l'évolution des discriminations. Là, vous avez les résultats de plusieurs campagnes de testing qu'on a réalisées depuis 2015. En bleu, vous avez l'écart de taux de succès entre un candidat de référence qui a un patronyme et un prénom qui suggèrent une origine franco-française et un candidat de référence qui a un nom et un prénom qui suggèrent une origine maghrébine. C'est l'écart de taux de succès. Et en orange, vous avez l'écart de taux de succès pour un candidat qui habite dans un quartier politique de la ville. Donc, en bleu, c'est les discriminations selon l'origine. En orange, c'est les discriminations selon l'adresse. Et ce que l'on voit, c'est que il y a des discriminations selon l'origine qui sont présentes dans toutes nos campagnes de testing. Pour l'adresse, par contre, ce n'est pas du tout évident. Ça dépend des campagnes. Il y a parfois, on ne trouve pas de discrimination à l'adresse. Parfois, on en trouve. Donc, autant c'est facile de détecter des discriminations sur l'origine sur le marché du travail, autant c'est difficile selon l'adresse. Et ce que l'on voit, c'est que en fin de période, donc là, on est au 3e trimestre 2020, donc après le confinement, on a connu une très forte explosion des discriminations, à la fois selon l'origine et selon l'adresse en France. Et donc, il est assez probable, dans un contexte où le marché du travail devient très déprimé, où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de difficultés pour les entreprises ont très peu de postes, et il y a beaucoup de candidats par poste, et donc elles sont incitées en quelque sorte à discriminer davantage, c'est-à-dire à faire le tri dans les candidats, parce qu'il y a énormément de candidats pour très peu de postes, très peu d'ouverture de postes. Et donc, la conséquence qu'on peut attendre, c'est une forte montée des discriminations. Il va falloir aussi faire avec cette évolution. Et dans ce contexte, eh bien, moi, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'évidemment, on a besoin des acteurs de l'accompagnement aujourd'hui plus que jamais. On a besoin de les soutenir et sans doute de mieux les équiper pour faire face à toutes ces évolutions et dans un contexte aussi de grande incertitude. Et peut-être que aujourd'hui, le gouvernement fait empile beaucoup de chiffres, disons, mais on a la difficulté qui vient d'être évoquée aussi du côté des structures, hein, de pouvoir non pas remplir ces dispositifs, mais accompagner les jeunes vers les dispositifs qui correspondent effectivement à leurs besoins. Et ça va être évidemment très compliqué dans un contexte d'aggravation des difficultés sociales. Et pour finir, il y a un élément qui est très important dans ce contexte-là, sans doute encore plus qu'hier, c'est l'impératif de coordination de l'ensemble des acteurs. Et je pense qu'on a vraiment besoin de coordonner les actions et l'initiative là, qui est de créer un réseau dans l'Essonne ou de renforcer un réseau existant va tout à fait dans la bonne direction aujourd'hui. Voilà, j'ai terminé.